Bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'Essai, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle WIV. 17 ans, ça suffit. .fr. Quel drôle de titre pour votre site de campagne, qui annonce pourtant clairement la couleur. Et oui, pourquoi faire du positif, du créatif, du constructif, quand on peut tout simplement jouer sur le temps médiatisé ras-le-bol général des Franciliens? Eh bien, parce qu'au fond, être dans l'opposition, c'est quand même bien pratique, j'ai envie de dire. Mais pour commencer, recontextualisons votre parcours. Comment devient-on le fer de lance des Républicains aux élections régionales dans la première région économique de France? Quel parcours, quel CV, quelles ambitions faut-il avoir pour prétendre à ce rôle de pion sur l'échiquier général de 2017? Avant même d'entrer dans la promotion Condorcet à l'ENA, promotion 1992, votre parcours dessine déjà certains parallèles avec celui du marquis Nicolas de Condorcet. Sainte Marie de Neuilly, Sainte Geneviève, ces saintes patronnes vous accompagnent comme les jésuites ont accompagné le penseur des Lumières dans son enfance et dans son éducation. Un séjour dans un camp communiste à Yalta, lorsque vous aviez 16 ans, vous rapproche de la Russie, qui vous transmet sa langue comme Catherine la Grande a fait le lien entre les Lumières françaises et son empire. Après cette éducation de haut vol, HEC et l'ENA, acronyme on ne peut plus prestigieux, se succèdent. Un stage en M&A qui vous fait réaliser qu'être une femme est en règle générale un mauvais point de départ dans la vie, vous pousse vers la haute fonction publique. À ce moment-là, vous voyez les fonctionnaires comme des personnes pouvant changer le monde, dites-vous. Et vous voilà donc devenu technocrate. La politique et votre affiliation partisane, alors, vous les récupérez un peu en héritage familial. Par contre, les ministères que vous occupez successivement sous le mandat Sarkozy, on ne peut pas dire que vous n'ayez pas les compétences pour y être. À l'enseignement supérieur et la recherche, en 2007, vous faites passer l'autonomie des universités, là où Condorcet avait vu sa propre tentative de réforme de l'éducation échouer. En 2012, là, vous récupérez le ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l'État, vaste et ambitieux programme, où, en quelque sorte, vous êtes un peu l'héritière du poste occupé par Condorcet à l'Inspection Générale de la Monnaie. Humaniste, porteuse des valeurs de la République française, avec des majuscules, attention, vous vous improvisez même intellectuelle éclairée, en publiant une tribune dans Valeurs Actuelles en 2014 intitulée sobrement « Nous sommes tous des chrétiens d'Irak ». Parce que oui, vous le répétez souvent, vous êtes la première à vous être souciée du sort des chrétiens d'Orient. En fait, vous répétez souvent que vous êtes la première à faire ci et à faire ça, à dénoncer les propos de Nadine Morano, puis à dénoncer sa caricature dans Charlie Hebdo. En fait, c'est un peu comme si vous étiez frustré que la salle de classe où vous étiez première se soit transformée en cette grande cour de récré qu'est l'arène politique à l'heure actuelle. En parlant des Lumières, vous n'héritez pas que de Condorcet. Vous reprenez aussi les méthodes d'observation scientifique d'Auguste Comte. Et oui, parce que maintenant, à l'approche des échéances de décembre, il s'agit de comprendre cet animal étrange, aux humeurs changeantes, aux besoins complexes, qu'est le francilien. Alors, quoi de mieux qu'aller l'observer dans son habitat naturel, à savoir le métro Gare du Nord. Cette immersion, selon votre propre hashtag, vous a, j'espère, permis de mieux comprendre les comportements de ce spécimen fort particulier. Le marquis, en 1792, a fait une intervention intitulée « Réflexion sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire ». Ce qui reste à faire, en Île-de-France, selon vous, c'est aller à Strasbourg demander des financements et avec rénover les RER, les Transiliens, les bus, les métros. Vous n'êtes jamais plus technocratique que dans ces moments enflammés où vous parvenez à transformer l'Union européenne en puits d'argent et d'or pour qui s'est frappé aux bonnes portes. Mais ne faisons pas une injustice à l'histoire en poussant trop loin la comparaison avec le marquis, puisque, après tout, lui était en réalité du côté des sans-culottes et non, comme vous, des sans-chemises.
Sur son modèle, je vous laisse maintenant nous exposer vos propres réflexions, Madame la députée. Merci à tous et bon débat. Bonsoir Valérie Pécresse. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout premier lieu, est-ce que vous souhaitez revenir sur la présentation qui vient d'être faite par Fatima ? Non, c'était une interprétation libre et éclairée, mais la seule chose qui m'a un peu surprise, c'est quand elle dit que je ne fais pas de propositions, parce que moi, alors, depuis 6 mois, je ne fais que ça. Je ne fais que des propositions, tout le temps, surtout. D'ailleurs, on m'a même dit que j'en faisais trop, qu'il fallait peut-être que je me calme, voilà, que les franciliens n'en absorberaient pas autant. Or, je pense au contraire qu'il y a une énorme attente, une énorme volonté que tout change, et que donc, quand on dit qu'on veut faire la révolution des transports, ou qu'on ira chercher de l'argent ailleurs que dans la poche du contribuable, ben, c'est pas technocratique, et les gens les écoutent vraiment. Voilà. Et quant à la question de l'immersion, c'est vrai qu'il vaut mieux faire de la politique sans faire du terrain. C'est ce que font certains de mes adversaires, ils préfèrent rester ailleurs que sur le terrain. Moi, j'ai fait le choix effectivement d'aller visiter un certain nombre de hauts lieux de l'Île-de-France et de m'en imprégner. J'ai fait un stage en entreprise à la demande du centre des jeunes dirigeants à Saint-Ouen-l'Aumône, à quelques kilomètres d'ici, dans une PME. J'ai été au tribunal de grande instance de Bobigny, passer une journée pour voir comment se déroulait l'accueil justement d'un certain nombre d'illégaux ou de délinquants. Je me suis rendue dans des lycées en Île-de-France, où j'ai passé là aussi la journée avec les personnels administratifs des lycées pour voir comment ça fonctionne un lycée vraiment, un hôpital de campagne. On reviendra sur ces expériences tout à l'heure et on va passer à une autre... Oui, mais c'est vraiment important parce que moi je ne peux pas admettre qu'on critique la politique quand les politiques justement se donnent le mal d'essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Merci. Bien sûr, on reviendra donc sur vos expériences de terrain. Vous savez peut-être qu'ici même on a un certain nombre d'expériences de terrain proposées aux étudiants. Vous êtes donc tête de liste Les Républicains UDI Modem en Ile-de-France pour les prochaines élections régionales qui se dérouleront donc dans presque 2 mois maintenant. Elles désigneront un successeur à Jean-Paul Huchon, contre lequel vous aviez perdu en 2010 lors des mêmes élections. Et aujourd'hui s'avance face à vous un autre rival, Monsieur Claude Barthelone, que nous recevions il y a 2 semaines, et qui a voulu vous poser les 2 questions que nous allons diffuser. Je voudrais vous poser 2 questions. 1. Que pense-t-elle des 20 000 logements qui sont sociaux, qui sont bloqués en termes de construction dans les municipalités, qui sont passés de gauche à droite au moment des dernières élections municipales? Pense-t-elle que le réseau du métro du Grand Paris, qui va permettre de construire 205 km de métro automatique pour un coût de 32 milliards, peut être mis au service d'un projet de territoire où on continuera à avoir les richesses à l'ouest et les plus pauvres et les logements sociaux plutôt à l'est? C'était donc Claude Barthelone il y a 2 semaines au Mardi les Secs. Ces 2 questions, je les rappelle rapidement, à propos des 20 000 logements sociaux bloqués par les mairies de droite et à propos de la fracture Est-Ouest en Ile-de-France et en lien avec le réseau francilien de transport, ce sont des questions qui concernent la fracture sociale. Qui répondez-vous? Je réponds que si l'Île-de-France est la région de toutes les inégalités, ça fait quand même 17 ans qu'elle est gérée par la gauche. Donc c'était partie de leur bilan. Et que quand on dit qu'on veut lutter contre les inégalités, qu'on veut rééquilibrer à l'Est, et qu'on a 17 ans pour le faire, et qu'au bout de 17 ans, on a comme seul projet de faire une tour triangle porte de Versailles, c'est-à-dire de reconstruire des mètres carrés de bureaux dans l'Ouest parisien, je dis, c'est faites ce que je dis et pas ce que je fais. Vous voyez? Et ça, c'est ce que les gens détestent en politique. C'est des gens qui utilisent le peuple, utilisent le malheur, utilisent justement les inégalités à leur profit politique, mais qui ne font rien quand ils ont les moyens de corriger les inégalités, quand ils ont les moyens de corriger les déséquilibres. Je veux dire, voilà, on ne peut pas échapper à 17 ans de bilan. C'est pas possible. On ne peut pas dire, j'avais 11 milliards et demi de budget, 6 milliards et demi pour les transports, 5 milliards à la région, et voilà, 17 ans après, ah là là, Madame Pécresse, qu'avez-vous fait pour équilibrer? Moi, j'ai rien fait, je n'étais pas à la région. Donc je ne peux pas être tenue responsable, je n'étais pas à la mairie de Paris non plus, je ne peux pas être tenue responsable de leur bilan. C'est la première chose que je lui réponds. La deuxième chose, sur les 20 000 logements, ce chiffre ne correspond absolument à rien en Ile-de-France.
Si vous regardez les chiffres de la Fédération de l'Habitat, ils citent effectivement quelques milliers de logements, pas tous sociaux d'ailleurs, qui sont bloqués par des maires qui ont gagné les élections en 2014, c'est vrai, mais ce n'est pas des logements qui ne seront pas construits. C'est des projets immobiliers qui sont réexaminés. Et moi, j'ai réuni tous les maires de droite qui ont gagné les élections en Ile-de-France, il y en a 54. Je les ai réunis et je leur ai dit, les amis, il va falloir construire. Il va falloir construire dans vos villes. Il va falloir reconstruire vos villes. Parce qu'on a des centaines de milliers de franciliens mal logés. Mais on en a dans toutes les strates de la population. On a les personnes en grande exclusion qui dorment dans la rue. On a des réfugiés politiques qu'on doit accueillir. On a des personnes en situation précaire. On a des personnes qui divorcent, qui se séparent, des changements familiaux. On a des personnes âgées qui veulent aller dans un logement plus petit. On a des jeunes qui veulent décohabiter. On a des familles qui s'agrandissent. Et il faut construire du logement pour tout le monde. Donc j'ai réuni ces 54 maires. On a créé un club qui s'appelle le Club des maires reconstructeurs. Alors reconstructeur, c'est pas un hasard. Reconstructeur, ça veut dire qu'on ne va pas faire la même construction que les socialistes dans leur ville. Et dans ces villes populaires, eh bien, on va considérer que toute la population a le droit à un toit, à des grandes fenêtres, à des balcons, à des espaces verts, à du beau. Moi j'ai entendu le Premier ministre Manuel Valls dire « il faut remettre le beau dans la banlieue ». Eh bien nous on va le faire. Lui il l'a dit, nous on va le faire. C'est toute la différence entre la gauche et la droite en Ile-de-France. Et donc en comparaison avec 2010, est-ce que vous estimez plus mûr? On dit d'ailleurs que vous êtes mieux entouré, notamment sur la question des transports. Est-ce que votre compréhension des enjeux du territoire francilien est meilleure 5 ans après? C'est même pas qu'elle est meilleure, c'est qu'elle est extraordinairement ancrée dans les réalités. Moi, ça fait 5 ans que je parcours l'Île-de-France. Si vous voulez que je vous cite une phrase, c'est l'enquête corse. Moi, je suis une fondue de cinéma. Donc, j'ai une phrase culte, c'est la phrase de l'enquête corse qui dit « Je connais tous les chemins de mon pays ». Mais aujourd'hui, je connais toutes les lignes de métro et de RER et de Transilien et de Francilien de mon pays. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque territoire a ses problèmes, chaque territoire a ses difficultés, chaque territoire a ses ambitions. Et en fait, l'Île-de-France, ce que j'ai découvert, c'est que c'est la plus belle des régions du monde, à condition de pouvoir se loger, travailler et se former au même endroit. C'est-à-dire de ne pas avoir à se transporter à l'autre bout. Et donc tout le sujet aujourd'hui pour moi, c'est de créer des pôles de développement économique partout en Île-de-France et notamment en grande couronne. D'ailleurs, c'est la seule façon, vous êtes des gestionnaires, j'ai entendu le mot technocrate, mais c'est pas gentil, vous êtes des gestionnaires, ça veut dire que vous allez gérer bien l'argent qu'on va vous confier. Est-ce que vous trouvez que c'est rationnel de dire on va faire 30 milliards d'investissements de transport et de les faire pour qu'on les utilise que dans un seul sens, tous les matins vers Paris, tous les soirs pour rentrer? C'est absolument pas rationnel. Ce qu'il faut évidemment, c'est avoir une vision de l'aménagement de la région où on se dise le Grand Roissy, c'est un énorme projet. Et si on parle du Val d'Oise, eh ben on doit faire un grand projet à Roissy, un projet à Cergy, et pas seulement que des projets à Paris. Donc le sujet il est là, et c'est un sujet de vision. Alors oui, je suis beaucoup plus prête qu'en 2010. J'ai réussi à faire l'unité dans mon camp, ce qui n'était juste pas du tout le cas en 2010. Voilà. Donc il y a plusieurs choses que j'ai faites. Et vous savez, je ne crois pas qu'on puisse s'improviser gestionnaire de 11,5 milliards d'euros dans une région qui compte 12 millions d'habitants. C'est ça qui m'a manqué en 2010. En 2010, je suis arrivée 6 mois avant l'élection, j'étais conseillère régionale de base, et je croyais qu'en 6 mois, on pouvait bâtir un programme pour un territoire de 12 millions d'habitants. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Vous parliez de votre programme tout à l'heure, vous disiez que vous aviez beaucoup de propositions. Une en particulier qui concerne les jeunes, c'est votre volonté d'instaurer l'apprentissage du code de la route dans les lycées. Concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous avez discuté avec les syndicats d'auto-école? Est-ce que vous pensez que ça va être si facile que ça à mettre en place comme mesure? Et comment ça va se passer, tout simplement? Alors concrètement, moi je suis partie de l'idée que c'était intolérable qu'il y ait 660 000 chômeurs en Île-de-France. 660 000 chômeurs en Île-de-France. On est la capitale, on devrait avoir 4% de croissance par an. Si on regarde les grandes métropoles du monde, elles ont une croissance qui est extrêmement forte. Il y a énormément de capitaux qui cherchent à s'investir. Et en plus, on a des atouts extraordinaires. Les SEC, par exemple.
mais pas seulement l'ESSEC, on a aussi Paris, on a aussi une qualité de vie qui pourrait être extraordinaire s'il n'y avait pas les problèmes de transport, les problèmes de logement, on a une gastronomie, des paysages, etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment important de se dire, je veux créer de l'emploi. Alors j'ai regardé où étaient les barrières pour créer de l'emploi. Et je me suis aperçue que le permis de conduire était une barrière. Et une barrière pas seulement pour les jeunes non qualifiés, aussi pour les jeunes qualifiés. Parce que les jeunes qualifiés ne passent plus le permis de conduire. Et singulièrement les jeunes de Paris qui n'en ont pas besoin, parce que c'est cher et parce que c'est compliqué. Donc je me suis dit, il faut qu'on aille vers le permis de conduire pour tous. Et je me suis aperçue là aussi que la principale barrière, alors pas pour les jeunes de l'ESSEC, mais pour les jeunes les moins qualifiés, c'est le code. Je me suis rendu compte que si je devais repasser le code, je pense que je ne suis pas sûre que je l'aurais. Et est-ce que vous avez discuté avec les syndicats d'auto-école? Est-ce que vous pensez que ça va être si facile que ça à mettre en place? J'ai discuté avec absolument tout le monde, c'est mon principe. C'est que tout mon programme est entièrement concerté avec les acteurs, puisque moi j'ai conçu mon programme avec la société civile. Je considère que les politiques doivent faire de la politique différemment. Si les experts et les technocrates avaient les solutions, ça fait belle lurette qu'ils les auraient mis en œuvre. Moi, ça fait 17 ans que je fais de la politique, ça fait 17 ans que j'entends qu'on doit apprendre le permis de conduire aux jeunes et on doit le donner gratuitement. Et aujourd'hui, la région, elle doit financer, je crois, 1000 permis pour 1 500 000 jeunes dans des missions locales. Elle fait des chèques. Parce que c'est comme ça qu'on conçoit le rôle d'un président de région dans la France d'avant. Dans la France d'avant, président de région, c'est quelqu'un qui prend l'argent de vos impôts, c'est un rentier, il prend l'argent de vos impôts, il fait des chèques avec. Moi, je suis dans une dynamique entrepreneuriale. Je veux être un président entrepreneur. Alors, c'est quoi un président entrepreneur? C'est effectivement un président qui va voir tout le monde, qui les met autour de la table, et puis surtout qui va chercher l'argent. Parce que le sujet, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à prendre le permis au lycée? Ségolène Royal, en son temps, avait dit « Je mettrai le permis de conduire obligatoire dans les lycées de Poitou-Charentes ». Et elle n'a pas réussi. Pourquoi elle n'a pas réussi? Justement, parce qu'elle n'a pas suffisamment travaillé avec les auto-écoles, et parce qu'elle n'a pas trouvé le financement. Ils vous ont dit quoi, les syndicats d'auto-école quand... Les syndicats d'auto-école, ils m'ont dit aucun problème pour aller dans les CFA. D'ailleurs, on le fait déjà, et on le fait déjà dans les CFA automobiles. Ils m'ont dit, dans les lycées, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas envie de venir, et on est mal reçu. Donc, dans les lycées, vous savez ce qu'il faut que vous fassiez, Madame Pécresse? Il faut que vous donniez un chèque aux lycéens pour qu'ils viennent s'inscrire dans l'auto-école pour avoir le code gratuit. C'est pour ça que vous avez pensé à vendre des plaques d'immatriculation stylisées pour financer cette mesure. Voilà. Ça ressemble à quoi, une plaque d'immatriculation stylisée? Non. Ça se vend combien et ça peut rapporter combien? Alors, je prendrais forcément des jeunes de l'ESSEC pour faire l'étude de marché pour fixer le prix exact. Parce que je n'ai pas les moyens, malheureusement. Vous savez, les Républicains sont très pauvres et une campagne électorale, ça coûte déjà très très cher. Donc je n'ai pas encore totalement fixé le prix. Et d'ailleurs, si je vous disais que je l'avais fixé, vous me diriez, Madame Pécresse, ça n'est pas crédible, parce que vous n'avez pas encore fait l'étude de marché. Donc je n'ai pas encore fait l'étude de marché, mais j'ai quand même fait ma petite étude de marché au doigt mouillé. C'est-à-dire quoi? Non, mais c'est assez drôle, parce que j'ai testé la mesure. Oui. Et ça, alors, c'est quoi le projet? Je vous explique. Dans les autres pays qui nous entourent, la Suisse, la Belgique, l'Autriche, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, eux, ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Ils vendent carrément les numéros. Et quelquefois même, ils les vendent aux enchères. Ça veut dire que des numéros, genre, je sais pas, numéro porte-bonheur, alors moi je ne connais pas les numéros porte-bonheur, j'y connais rien, mais en numérologie, mais je sais pas, 666, 777, AAA, ça se vend des centaines de milliers d'euros. Et il y en a même qui deviennent fous. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre leurs initiales ou leur nom sur les plaques, ils sont prêts à payer des sommes folles. À Londres, en Grande-Bretagne, en 30 ans, la vente des plaques minéralogiques a rapporté, je crois, plusieurs milliards de livres sterling. Plusieurs milliards. Bon, on n'en est pas là, nous on n'est pas les Britanniques, nous on est des Français. Donc pourquoi est-ce que j'ai pensé aux plaques d'immatriculation? Tout simplement parce que la région collecte l'argent des cartes grises. C'est l'une des principales recettes fiscales de la région, c'est le produit des cartes grises. Donc j'ai pensé carte de grise d'immatriculation. Je sais que le ministre de l'Intérieur est de gauche. Et je sais qu'il y a plein de fonctionnaires au ministère de l'Intérieur. Donc je ne sous-estime pas le fait que si j'avais dit on va vendre les numéros, il m'aurait dit oh là là, c'est impossible, Madame Pécresse, c'est impossible. Parce que les numéros, il y a un logiciel du ministère de l'Intérieur, il faut une loi, etc. Donc je ne peux pas vendre les numéros. Donc je me suis contentée de regarder la plaque. Et sur la plaque, vous avez un petit cartouche. Pour ceux d'entre vous qui ont dû passer le permis pour venir à l'ESSEC, il y a un petit cartouche, et il y a le logo de la région, et il y a
un numéro de département que vous avez le droit de choisir, vous avez même le droit de ne pas avoir de numéro du tout. Donc vous avez un petit cartouche libre. Et je me suis dit, je vais demander à Bernard Cazeneuve, qui est quand même le président du Haut Conseil à la sécurité routière, donc qui ne devrait pas m'empêcher de créer un fonds social pour l'apprentissage du permis de conduire pour tous en Ile-de-France, ce serait pas raisonnable et pas responsable, de vendre ce cartouche et de pouvoir le personnaliser. Donc de pouvoir le personnaliser avec vos initiales, de pouvoir le personnaliser avec votre numéro fétiche, de pouvoir le personnaliser avec la cause que vous avez envie de servir. Par exemple, les mardis de l'ESSEC, petit logo sur la plaque d'immatriculation. Il vous faut combien d'euros aujourd'hui pour financer votre mesure, pour financer l'apprentissage du code de la route dans les lycées, Valérie Pécresse? Il y a plusieurs centaines de milliers de véhicules qui sont mis en circulation en Ile-de-France chaque année, neufs ou d'occasion. Il vous faut combien mais attendez, pardon, je chéris. Mais il y en a des millions qui circulent. Et comme ma mesure, elle vise uniquement à s'acheter une plaque, en réalité, n'importe quel automobiliste qui a envie, pour la fête des pères, pour la fête des mères, de customiser sa plaque, il peut. Donc pour la fête de son fils, il peut, ou de sa fille. Bon. Donc en réalité, on peut acheter. Supposons qu'on mette le prix à 100 €, ce qui me paraît un prix raisonnable pour un particulier. 100 € de plaque. Vous ne voulez pas payer, vous payez pas. Hein. Vous avez bien compris le principe, c'est volontaire. 100 € la plaque, plusieurs centaines de milliers de plaques par an, plusieurs millions de voitures en circulation. Moi, je pense qu'on peut récupérer... Allez, moi j'ai budgété 10 millions d'euros. Et j'ajoute que je ferai payer beaucoup plus cher les entreprises. Et je pense qu'il y a une compagnie, une catégorie d'entreprises qui va payer beaucoup plus cher que les autres. Et vous savez qui c'est? Non. C'est les loueurs de voitures. Pourquoi? Parce qu'un loueur de voiture qui loue une voiture, il ne peut pas mettre sur la voiture le nom de la compagnie de location. En revanche, s'ils pouvaient customiser la plaque, ils mettraient Hertz, ils mettraient etc., etc. Donc eux, on peut leur faire payer, à mon avis, encore plus cher. Donc vous voyez qu'il y a une vraie étude de marché, une étude de cas à faire pour les SEC, si je gagne, sur combien vaut une plaque d'immatriculation customisée. Et avec plusieurs millions d'euros, je peux, en commençant, moi, mon objectif, c'est que ce soit un fonds social. Comme c'est un fonds social, on commence par les jeunes les plus déscolarisés. On commence par les missions locales, bien sûr, ensuite par les CFA, ensuite par les lycées professionnels, et si on a l'argent, on va jusqu'aux lycées généraux et technologiques. Donc vous voyez, on monte en gamme progressivement, et moi je pense qu'on doit réussir avec 10 millions d'euros à payer le code pour tous. Ça coûte combien aujourd'hui une plaque d'immatriculation à peu près? C'est une carte grise, moi je sais pas, je connais pas tous les tarifs de carte grise, je sais simplement que c'est en fonction de la puissance en chevaux d'une voiture, cher ami. Très bien. Donc je ne connais pas le prix de toutes les cartes grises. Là, j'avoue que Madame Réponse, question pour un champion, là. C'était juste pour savoir. Mais en revanche, je sais une seule chose, c'est que l'Île-de-France a le taux de fiscalité l'un des plus élevés de France. On réfléchira ensemble à la bulle qu'on va créer sur les plaques d'immatriculation. Une question sur le Grand Paris. Alors on est assez entré dans les détails sur ces plaques. Une question un peu plus idéaliste sur le Grand Paris. Quel rêve peut-on faire pour le Grand Paris dans 15 ans? Alors moi, mon rêve, c'est pas le Grand Paris. Mon rêve, c'est le très Grand Paris. Le très Grand Paris, c'est un Grand Paris qui n'oublie personne. Et aujourd'hui, le Grand Paris tel qu'il a été conçu, il partait d'une très très bonne intuition qui était de dire il faut qu'on ait un grand réseau de transport banlieue-banlieue qui remodèle l'Île-de-France, et il faut surtout qu'on desserve les aéroports, qu'on raccorde les aéroports à Paris et qu'on desserve aussi le plateau de Saclay. Mais le Grand Paris Express tel qu'on l'a aujourd'hui, vous le savez bien, le Valoise est franchement l'oublié du Grand Paris Express. Donc il faut corriger les défauts de ce Grand Paris tel qu'il est dessiné aujourd'hui. Typiquement, les élus du Val d'Oise demandent que la ligne H, qui est une ligne de Transilien, soit reliée à Saint-Denis-Pléiel au réseau du Grand Paris, de façon à ce que les Valdoisiens puissent en profiter. Donc on a un sujet, c'est comment faire en sorte que ces nouvelles lignes qui vont arriver ne deviennent pas antagonistes de l'amélioration de l'existant, ni de la desserte de la très grande couronne. Et c'est très important pour moi que la région retrouve cette vocation de l'aménagement du territoire, parce que les pires inégalités en Ile-de-France, il y a deux inégalités terribles. Il y a des quartiers ghettos qui sont très pauvres et où on a vraiment, j'allais dire, concentré de la misère sociale sur de la misère sociale sans jamais réfléchir à ce que c'était que la mixité sociale dans ce type de quartier. Et puis on a de l'autre côté, le rural, cette France périphérique qu'on a
littéralement oublié, et dans lequel vont habiter, il y a une croissance démographique assez importante de ces zones rurales périphériques, parce que c'est moins cher. Et les prix du logement ont poussé les familles à aller se mettre dans cette France périphérique, où il n'y a plus de crèches, il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus de transport, et donc ils se sentent oubliés, et évidemment ça nourrit le vote Front National. Dans toute l'Île-de-France rurale, vous avez un vote Front National qui est aux alentours de 35%. Moi, très souvent, on me parle de l'Île-de-France et on me dit il n'y a pas de vote Front National en Île-de-France, c'est une région, voilà, c'est une région riche, c'est une région intellectuelle, etc. Non, l'Île-de-France est une région qui ressemble à la France, c'est une petite France. Vous avez en Île-de-France exactement tous les problèmes qu'on retrouve dans le reste de la France, et notamment les problèmes de la ruralité oubliée. Pour revenir à la campagne, votre équipe de campagne a diffusé des vidéos où on met en scène des franciliens à qui un médecin diagnostique des maladies un peu saugrenues, comme la socialophobie, la gabegie, ou encore... On a lu la buchonite aiguë. Oui, vous-même, vous parlez de buchonite aiguë. Vous parlez beaucoup de maladies. Finalement, le grand mal dans cette campagne, c'est pas plutôt le désintérêt des Français et des franciliens, et aussi le risque d'abstention. Ce soir, vous êtes à l'ESSEC, vous êtes face à des étudiants. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir, Valérie Pécresse, pour leur rappeler l'importance d'aller aux urnes, le rôle qu'ils ont, le devoir qu'ils ont d'aller voter? Eh ben moi, je leur poserais peut-être une question. Vous êtes au l'ESSEC. Je veux savoir combien d'entre vous envisagent de commencer leur première expérience professionnelle à l'étranger. Vous avez posé la même question à HEC? Oui. Bah, je me renseigne pour voir si vous êt un peu différent. S'il y a une spécificité esséquienne. Alors levez la main ceux qui envisagent de commencer à l'étranger. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Bah voilà pourquoi je veux gagner la région Île-de-France. Et pourquoi il faut voter. Il faut voter parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une foultitude de jeunes qui pensent que leur avenir, en tout cas leur avenir immédiat, n'est pas ici. Et ça, je ne me résignerai pas à ça. Je ne me résignerai pas à ça. Non, mais je ne me résignerai pas à ça parce que nous devons être la métropole qui attire. On doit être la métropole où tous les jeunes du monde entier rêvent de commencer leur carrière. On doit être la grande métropole de toutes les prises de risques, de toutes les aventures entrepreneuriales. Valérie Pécresse, on peut avoir envie de partir à l'étranger pour ensuite revenir et juste essayer de voir un autre climat. Mais j'en suis totalement convaincue. Moi, concernant le risque d'abstention qui peut être fort, 50% d'abstention environ au régional en 2010, comment on fait déjà, pour éviter que ça se reproduise, pour éviter que les jeunes n'aillent pas voter? Aux dernières élections européennes, il y avait 70% d'abstention chez les jeunes. Comment on fait? Déjà, on leur parle d'eux. On leur parle d'eux. Quand j'ai pris cette question du permis de conduire, c'est parce qu'il y a 40% de jeunes au chômage dans certains quartiers d'Île-de-France. Et je me suis dit, quelles mesures très concrètes je peux faire qui leur parlent pour leur dire que nous, on s'occupera d'eux et concrètement, à la fin, ils auront un bénéfice à s'intéresser à cette élection, c'est évident. Pareil, quand j'ai un problème, moi, à chaque fois que je vais, alors c'est pas évidemment le cas à l'ESSEC, hein, vous n'êtes pas des jeunes tout à fait comme les autres, on va dire, mais quand je me vais à la rencontre des jeunes franciliens, qu'est-ce qu'ils me disent? On ne trouve pas de stage. On ne trouve pas de stage. Donc je me suis dit, donc on est bien d'accord qu'on est aujourd'hui dans une république du piston, où effectivement, quand on a des relations, on a un stage, quand on n'a pas de relation, on n'a pas de stage. Je pense que c'est une donnée. Maintenant, le sujet, c'est que la région, elle donne 2 milliards d'euros de subventions par an à des collectivités locales, à des entreprises et à des associations. 2 milliards de subventions par an. Eh bien, moi, j'ai décidé que par tranche de 20 000 euros, si vous vouliez une subvention de la région, si je suis élue, par tranche de 20 000 euros, vous devrez accueillir un jeune. Alors, en stage long, en apprentissage, en contrat d'insertion mission locale, comme vous voulez. L'idée, c'est pas que ça coûte de l'argent, parce qu'il y a certaines associations qui n'ont pas d'argent. Mais un stage de 2 mois, ça leur coûte rien. Ça leur coûte juste la formation et l'accueil. Mais ce stage de 2 mois, pour un jeune qui fait une formation sanitaire et sociale, par exemple, ou pour un jeune qui n'a aucune autre relation, c'est une vraie ouverture. Ça lui permet d'envisager, de valider son année de formation. Ça lui permet d'envisager une formation en alternance. Est-ce que vous savez qu'il y a des milliers de jeunes aujourd'hui qui sont dans des formations en alternance et qui doivent renoncer à suivre la formation en alternance parce qu'elles n'ont pas trouvé l'entreprise
ou faire leur formation en alternance. Et ça va du CAP au BTS, en passant même par les bac+5. Donc le sujet du stage, alors je sais, j'ai été très critiquée par la gauche, hein, qui a dit il faut que Valérie Pécresse, elle donne des CDI à tout le monde, hein. C'est des CDI qu'il faut, c'est pas des stages. Bien sûr, ça c'est sûr, si on pouvait donner 3 500 000 CDI aux 3 500 000 chômeurs de France, je pense que tous les hommes politiques le feraient. Le vrai problème, c'est que là, j'ai le moyen, avec l'argent de la région, sans que ça coûte 1 euro au contribuable, de donner 100 000 stages, 100 000 contrats à des jeunes par an en Ile-de-France. Et ça, je pense que ça fait la différence. Merci Valérie Pécresse. Alors, on va prendre un peu de recul et on va passer à une seconde partie concernant les Républicains. On a beaucoup parlé de votre campagne précise en Ile-de-France. Notre question sur les Républicains que vous représentez dans cette élection est de savoir à quel point vous attendez-vous à un résultat positif dans ces élections régionales pour les Républicains à l'échelle nationale, et quels sont les enjeux de ces régionales qui, traditionnellement, sont quand même le royaume de la gauche. Est-ce que la conjoncture actuelle, à savoir un exécutif très impopulaire, peut servir votre parti, et à quel point? Alors moi, je fais le pari, mais je crois que vous l'avez tous compris, que contrairement à ce que disent tous les médias, mais bon, contrairement à tout ce que disent les médias, et peut-être un peu par facilité, ces élections ne seront pas aussi politiques qu'on croit. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au cantonal, au départemental, pardon, en mars, tout le monde avait annoncé que le Front National serait le premier parti de France. Tout le monde. Et ça n'a pas été le cas. Et pourquoi ça n'a pas été le cas? Parce qu'il y a eu des candidats, c'était sur des tout petits territoires. Hein, les cantons, c'est des petits territoires. Enfin, quand même, des territoires de 70 000 habitants en Ile-de-France à peu près. Hein. Sur ces territoires, les candidats sont venus avec des vraies propositions, un vrai projet. Et quand on se met à discuter projet contre projet, eh bien tous les candidats extrêmes apparaissent pour ce qu'ils sont, des gens qui vivent des problèmes et qui n'ont jamais aucune solution à proposer. Parce que s'il y a des solutions, il n'y a plus de FN. Donc, le sujet du FN, c'est vous avez des problèmes, rien ne va, mais vous n'avez pas de solution. Moi, je veux être la candidate des solutions. Et je ne ferai pas une campagne politique. Je laisse la campagne politique anti-républicaine, anti-tout, à mes adversaires. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est les 50% de franciliens qui disent qu'ils se déplaceront pour voter parce qu'on aura proposé un projet pour leur région d'emploi, de logement, de transport, de qualité de vie, de lutte contre la pollution. Donc moi, je ferai une campagne sur la lutte contre les inégalités, sur la croissance, sur l'emploi, sur les transports. Et pour moi, alors c'est vrai que je la fais avec mes valeurs. Je ne vais pas dire que je ne suis pas républicaine, je suis républicaine. Mes valeurs, c'est la liberté d'entreprendre, c'est l'autorité de la loi, c'est la justice, c'est-à-dire la récompense du travail, du mérite et de l'effort, et c'est aider les plus fragiles à retrouver le chemin de l'ascenseur social. C'est ça mes valeurs, c'est ma vision de la justice. Voilà, je fais campagne avec mes valeurs, je fais campagne avec mes idées, et je pense que, contrairement à ce que disent les médias, mais vraiment je pense, les gens écoutent. Ce matin, j'étais à Montgeron, au bouchon de Villeneuve-Montgeron, où tout le monde fait 45 minutes d'attente à l'arrêt. Et bon, on a fait un petit happening, on distribuait des boules anti-stress, des balles anti-stress. Il y en a qui nous ont remerciés parce qu'ils étaient en train de fumer des cigarettes, on leur a dit que c'est meilleur que la cigarette. Bon, voilà. Et on ne distribuait pas que des balles anti-stress, on distribuait aussi notre projet de pont Vigneux-Montgeron pour essayer de résoudre le problème qu'on veut cofinancer avec le département. Alors pourquoi ce pont, il est de droite et pas de gauche? Tout simplement parce que la gauche régionale, depuis qu'elle a gagné, c'est-à-dire depuis 2017, a opposé systématiquement, et à mon avis de manière un peu artificielle, la droite, la bagnole, la voiture, la pollution, la gauche, l'écologie, les transports en commun et les petits oiseaux. Bon. Et donc la gauche régionale a refusé de financer les investissements routiers. Or, aujourd'hui, je pense que si on est ça, c'était... Je vais faire un aveu, ça n'était pas forcément totalement injustifié dans les années 90 du XXe siècle, à l'âge du franc, comme dirait ma fille. À l'âge du franc, c'est vrai que la droite avait fait un peu le choix du tout bagnole, c'est vrai que les voitures étaient polluantes, et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de transports en commun. Mais aujourd'hui, j'allais dire presque 20 ans plus tard, et si on se projette dans l'avenir,
La route, ça n'est plus un aspirateur à pollution. La route, c'est un chemin. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire rouler sur le chemin? En plus, on est en Île-de-France, on est dans la région de l'automobile. Donc le sujet, c'est est-ce qu'on veut désindustrialiser complètement l'Île-de-France? Est-ce qu'on veut abandonner l'automobile? Ou est-ce qu'on se tourne résolument vers le véhicule du futur, celui qui sera décarboné et silencieux? Et bien moi, je fais le pari qu'on peut être la région du véhicule décarboné, silencieux, du bus électrique et d'une route qui devient un chemin. À Grenoble, où il y a un maire socialiste et maintenant un maire écologiste, il y avait un maire socialiste et un maire écologiste, ils ont supprimé les bandes d'arrêt d'urgence sur les autoroutes qui rentrent dans Grenoble et ils ont fait des voies dédiées aux bus et au covoiturage. Si on fait ça, alors je sais que M. Macron a remis à la mode les autocars. J'en suis très heureuse parce que je pense qu'effectivement en Ile-de-France, si on fait des voies dédiées, les bus peuvent devenir demain un vrai transport d'avenir. Voilà ce que je voulais dire. Donc je pense qu'on a un vrai sujet là-dessus, sur l'investissement routier. Et donc, le pont de Montgeron-Vigneux, la région Île-de-France, reprendra les investissements routiers si je suis élue présidente de région. Parce que les embouteillages, c'est ça qui pollue. Hein. Moi, j'entends bien les Verts dire on veut lutter contre la pollution, mais jamais ils prononceront le mot embouteillage. Jamais, jamais, jamais. Donc moi, je le dis, s'il y a moins d'embouteillages, il y aurait moins de pollution. Plus de qualité de vie, plus de productivité, plus d'investissement en Île-de-France. Et pour toutes les régions. On parlait initialement des régionales pour les Républicains. On voulait continuer sur les Républicains et vous poser la question qui interviendra principalement aux Républicains après les régionales, qui est celle de la primaire. Donc en décembre 2016. Vous avez fait le choix de soutenir François Fillon. Non ? Non, moi j'ai fait aucun choix pour la primaire. La primaire ne m'intéresse absolument pas. C'est quelque chose qui se déroulera dans un an et on fera le choix dans un an. Et j'ai dit qu'aujourd'hui c'était totalement déplacé et que c'était anachronique de parler de la primaire. Vous n'avez pas choisi François Fillon J'aime beaucoup François Fillon. Je n'arrête pas de dire que pour l'instant, et à ma connaissance, c'est celui qui propose les réformes les plus audacieuses et les plus nécessaires pour notre pays. Mais j'ai dit, et je le redis devant vous, vous pouvez le live-tweeter, parler de la primaire aujourd'hui, alors que le sujet c'est les régionales et c'est des milliards d'euros de vos impôts, de votre argent qui vont être dépensés par des présidents de région et avec un risque d'abstention de 50%, vous l'avez dit vous-même, c'est totalement délétère de parler de primaire. C'est pour ça que j'ai fait un meeting au pavillon Baltard où vous avez pu peut-être remarquer que nous avions Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire, Alain Juppé, Jean-Christophe Lagarde et Marie-Hélène de Sarnez pour dire allez les amis, on s'unit et on parle des régionales, pour une fois. On prend votre engagement à repousser la réflexion aux primaires. On voulait maintenant passer au jeu des marrons. On va laisser nos questions de côté. Je vous la fais courte, on sauvera le pays quand on aura sauvé les régions. On va à présent laisser nos questions de côté quelques instants si vous le voulez bien. Et nous vous proposerons un petit jeu. Alors on va vous mettre vous allez voir des photos apparaître sur cet écran. Et là on va vous demander une réaction d'un mot, un seul. Si vous le voulez bien, Valérie Pécresse. Le bisou. Jalousie. Vous êtes conscient quand même des enjeux de la primaire. Des tensions au sein de notre parti. Vous savez, la politique, c'est quand même une affaire de mal dominant. Hein, mais bon, en même temps, maintenant, il commence à y avoir quelques femmes. Je dois l'honnêteté de dire que, voilà, on arrive aujourd'hui à se faire notre place. La photo suivante, donc François Fillon. Réformateur. Donc vous lui apportez son soutien. Vous passez votre temps à dire c'est celui qui propose, il est réformateur. Mais on n'est pas en 2016, cher ami. En et alors, 2016, on choisira le meilleur. On peut voir loin, non? Vous allez devenir journaliste, je pense. Non, pas du tout, je suis désolé. Bon bah alors tant pis. Un mot? Taquin là, le Jean-Paul. Vous l'appelez par son prénom? Ah bah oui. Ah oui. C'était juste pour savoir. Je le vous vois. Bah c'était vrai à l'époque. Depuis quand c'est plus vrai?
qu'on ne vit pas bien à Paris? Ah ben là c'est dramatique. Je veux dire, c'est dramatique en termes de pollution. C'est dramatique, mais je ne sais pas depuis quand. C'est la situation actuelle. La situation actuelle, c'est qu'on peut plus se déplacer dans Paris, qu'on perd 6 mois d'espérance de vie avec des pics de pollution qui n'ont jamais été aussi élevés, que les logements sont devenus d'une cherté inouïe, que les jeunes qui veulent acheter dans Paris intramuros ne peuvent pas. Donc on a un vrai sujet sur Paris. Mais c'est difficile de construire dans Paris. Donc le sujet, ça va être de construire hors de Paris, et c'est tout l'objet de mon programme de reconstruction de l'Île-de-France, en partant des villes populaires que la droite a regagnées. Parce que ces villes populaires que la droite a regagnées, ces 54 communes de gauche qui ont basculé à droite, c'est des villes populaires dans lesquelles il y a des réserves foncières, dans lesquelles on peut construire, y compris pour les classes moyennes. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. Alors, je vais peut-être vous choquer, parce que ça choque les idées reçues, mais la mixité sociale, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut construire du logement social dans les villes qui n'en ont pas. Et moi, je me bats à Vélizy, chez moi. On est en train de construire des centaines de logements. On en construit dans toute ma circonscription. J'ai construit du logement étudiant. Donc moi, je suis quelqu'un qui construit. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi qu'on dise que dans les villes qui ont plus de 50%, 60% de logements sociaux, il n'y a plus de mixité sociale. Les profs ne veulent plus venir enseigner. Les enfants se retrouvent dans des classes ghetto et dont ils essayent de sortir. Je le sais, je suis limitrophe de la ville de Trappes. Ma circonscription est limitrophe de Trappes. Il y a la Nationale 10 entre les deux, et les enfants de Trappes viennent dans mes collèges. Et je peux vous dire qu'il y a 30% d'habitants de Trappes dans le collège privé du Ménil-Saint-Denis de l'autre côté, et que, voilà, on a une vraie demande d'échapper à la carte scolaire dans certaines villes. Donc il faut remettre de la mixité sociale. Absolument. Valérie Pécresse, si vous deviez dire un mot pour revenir à cette photo, qu'est-ce que ce serait? Je l'aime. Un mot. Amour. Merci. Alors c'est la photo de Denis Pifteau, que tout le monde... Conseiller d'État. Oui, conseiller d'État. C'était le major de l'ENA, votre promotion, et vous avez fini deuxième. Oui. Jalousie encore? Pas du tout, parce que je ne m'attendais pas du tout à être deuxième en réalité. Donc voilà, donc moi c'était une bonne surprise. Et moi je vis toujours bien les bonnes surprises. Mais moi j'ai absolument aucune once de jalousie vis-à-vis de personne. Moi je suis extrêmement heureuse de ce que je fais, extrêmement heureuse de tout ce que la vie m'a donné. Et moi je veux redonner. Et mon moteur c'est ça, c'est de me dire comment est-ce que je peux faire quelque chose qui fasse que à la fin de ma vie je me dise elle a servi à quelque chose. Et Denis il est exactement comme moi. On n'a pas les mêmes convictions politiques, mais lui, c'était un chercheur au départ. Il a fait l'ENA, on s'est retrouvés ensemble au Conseil d'État, et il a voué une bonne partie de sa vie à la cause du handicap. Et c'est quelqu'un de vraiment très bien. Monsieur Chartier, présent ici ce soir, député du Val d'Oise et votre directeur de campagne pour les régionales en Île-de-France. Disons plutôt que c'est mon pilier, on va dire. J'aurais dû dire ami aussi, mais si je dis ami amour à toutes les photos, on va finir par se dire Valérie Pécresse à la cœur d'artichaut. Enfin, ami quand même. Pilier de l'équipe. Il n'est pas mon directeur de campagne, il est celui qui est chargé mon bras droit politique. C'est lui qui est chargé de votre programme. Il est chargé du projet. Adieu. Non, tristesse. Parce que moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne résume pas le parcours politique de Nadine à ses propos. Vous l'avez dit, j'ai bien aimé quand la jeune fille, dont je n'ai pas retenu le prénom malheureusement, Fatima, pardon, alors là c'est très peu professionnel de ma part, quand Fatima a dit, parce que c'était pas forcément mal vu, que effectivement, le fait de dire que j'étais la première, ça devait peut-être révéler inconsciemment quelque chose chez moi, mais une envie d'être la première peut-être, mais la première femme présidente de région. Mais sur Nadine, oui, c'est vrai que j'ai condamné ses propos immédiatement. Il se trouve que c'était le hasard. J'étais chez Audrey Pulvar le lendemain du jour où elle avait déjà prononcé. Donc j'ai dit que pour moi, la France, c'était une nation, évidemment pas une race. Mais en même temps, je suis triste parce que moi, je la connais, Nadine. Et je sais qu'elle n'a pas voulu blesser et que son parcours politique, vraiment... se résume pas à ses propos. Et je voudrais dire aussi qu'il y a eu des dérapages à gauche, à droite, au FN, qui sans doute étaient moins durement sanctionnés que le sien. Et bon, c'est quand même une femme, vous savez, donc... Vous soutenez la décision de l'exclusion de la liste Grand Est pour les Républicains? Je pense qu'une liste régionale, c'est une équipe.
et que le tête de liste qui conduit cette équipe doit prendre les décisions. D'accord. Donc moi, si à partir du moment où Philippe Richard considérait que ses propos étaient trop graves et que ses excuses n'étaient pas suffisamment claires au moment, parce qu'elle en a refait après, elle s'est excusée devant les Français, mais au moment de la saisine, je pense qu'on lui a donné beaucoup d'occasions de revenir sur ses propos et de les retirer. Voilà. Et je pense que c'est à Philippe Richard de prendre cette décision. Vous peut-être mentionné à plusieurs reprises la question des femmes en politique. C'est une question qui vous est chère. Vous avez dit, je vous cite, « Les filles en politique, c'est pas toujours très écouté ». Et vous avez également dit une autre phrase qui a fait pas mal de remous, alors c'était sans doute sur le ton de la boutade. Il est temps de passer un grand coup de balai en Ile-de-France. Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Alors expliquez-nous. Oui, alors ce qui m'a fait rire, enfin ce qui m'a fait moyennement rire, c'est que quand Ségolène Royal dit ça, c'est une phrase féministe, et quand Valérie Pécresse dit ça, c'est une maladresse. Alors moi, je voudrais quand même comprendre s'il y a un délit de faciès à être une femme de droite, et si on n'a pas le droit de faire de l'humour et pas le droit de faire de l'ironie quand on est une femme de droite. Alors moi, je le redis, oui, je pense que la région Île-de-France n'est pas propre. Et je pense que la propreté fait partie de l'attractivité économique d'un territoire, et de la dignité d'un territoire. Et que quand je vois des associations de Japonais s'organiser pour nettoyer le square Georges Brassens dans le 15e, parce qu'ils considèrent que c'est indigne pour eux de payer ce qu'ils payent pour vivre à Paris et d'avoir un square qui n'est pas nettoyé, je me dis qu'il y a quand même un sujet. De la même façon, quand j'ai été justement dans cette opération coup de balai en Seine-Saint-Denis, sur un terrain qui appartient au département de Seine-Saint-Denis, qui était sur le territoire de la ville de Lemay, la ville de Lemay aujourd'hui est en grand drame. Il y a PSA qui ferme. Donc il faut absolument qu'ils fassent venir des investisseurs étrangers. L'investisseur coréen et chinois qui arrive à Roissy, qui prend la 1 ou la 3, qui arrive à Aulnay et qui voit une décharge à ciel ouvert, parce que c'est ça le terrain du conseil départemental que nous étions allés symboliquement nettoyer. Un type qui voit une décharge à ciel ouvert, vous croyez qu'il a envie d'investir son argent à cet endroit-là? Vous croyez que c'est responsable de ne pas avoir comme à cœur aussi la propreté des territoires? C'est pareil pour les forêts d'Île-de-France, qui sont dans un état absolument dégueulasse. Moi, je crois qu'il faut qu'on fasse un fonds régional d'aide à la propreté. Et ce n'est pas en coupant les dotations des maires qui vont plus avoir d'argent qu'on aura une région plus propre. J'ajoute que pour les touristes, c'est un vrai sujet. Paris vient de se voir décerner le label de la 24e ville touristique, la 24e ville touristique la plus sale. Enfin, la moins propre. Donc c'est quand même pas terrible, être 24e sur la propreté, c'est pas terrible. En tout cas, c'est pas le rang auquel j'aspire pour notre capitale. Donc vous êtes une femme engagée pour la propreté. Cette semaine, pour l'attractivité économique, pardon, cher ami. Et qui passe par la propreté qui de passe par la ville tous et de la les région. sujets, exactement. Il n'y a pas de sous-sujet, il n'y a pas de sous-métier. Oui, cette semaine à l'ESSEC, c'est la semaine de l'engagement. L'objectif, c'est de mettre en avant les différentes formes d'engagement. Et c'est l'occasion de regarder au-delà de soi-même, selon Jean-Michel Blanquer, directeur général de l'ESSEC, et qui est assis ici au premier rang. Et que je salue. Voilà. Et donc l'engagement, vous avez, depuis un an, vous avez essayé de vous engager et de vous mettre à la place des acteurs du privé, à la place des entrepreneurs, à travers différents stages. Des stages que vous évoquiez au début de cette interview. Vous êtes passé, vous le disiez, par une PME de fabrication de meubles, un hôpital, un commissariat. Et vous vouliez vous mettre face au point de blocage auquel sont confrontés les entrepreneurs, les salariés. Est-ce que déjà vous avez pu y être confronté? Et ensuite, est-ce que c'est une expérience que vous recommandez, Valérie Pécresse? Oui, parce que, bon, il faut dire les choses. Moi, ça faisait 20 ans que je n'avais pas remis les pieds dans une entreprise de manière opérationnelle. J'avais fait évidemment des stages, comme vous tous, pendant mes études. Et j'en avais fait des assez longs. Mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas mis les pieds dans une entreprise et vraiment les choses ont changé. Et moi, ce qui m'a énormément frappé dans cette expérience et qui m'a fait de la peine, c'est parce que j'ai vu non seulement l'entreprise dans laquelle j'ai passé plusieurs jours, mais j'ai vu aussi ses fournisseurs et ses clients. Et c'était très intéressant, toutes des entreprises françaises. Et qu'est-ce qu'elles m'ont dit? On ne veut pas grandir. On ne veut pas grandir. On est heureux comme on est. Pourquoi? Parce que si on grandit, on aura des charges, des complexités, et humainement, ce sera très, très difficile si jamais il y a des difficultés. Donc, voilà, elles ne voulaient pas grandir. Elles avaient un savoir-faire, elles avaient des brevets, elles avaient des métiers très rares dans les mains, parce qu'il y avait des tapissiers, il y avait des entreprises d'emballage. Voilà, elles ne voulaient pas grandir. Et c'est de ça qu'on va mourir. Hein. On va mourir de ça, parce que ça vaut pour une start-up comme pour une entreprise traditionnelle.
si on ne veut pas grandir, c'est qu'on ne veut plus être conquérant, on ne veut plus conquérir le monde. Donc un président de région, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui amènera ses entreprises à exporter, qui les amènera à grandir. De ce point de vue, le gouvernement a fait une chose très bien, c'est la BPI, la Banque publique d'investissement, qui aide justement à donner de l'ambition aux entrepreneurs. Parce que c'est une banque publique, et elle doit prendre encore plus de risques, elle doit aider encore plus les entreprises innovantes. Pareil, moi ce que je voudrais, c'est développer le profil du chercheur-entrepreneur. Ça débute, ça démarre. Des jeunes qui font des thèses, qui créent leur entreprise. De ce point de vue, moi j'aimerais bien organiser des rencontres entre des jeunes ESSEC et des jeunes chercheurs. Parce que le sujet, c'est dans les universités américaines, les écoles de commerce sont dans l'université. Donc il y a un effet cantine. Vous déjeunez à la cantine avec des thésards qui font des thèses dans le numérique, qui font des thèses en microbiologie, qui font des thèses en mathématiques. Vous déjeunez avec, vous êtes les gestionnaires, eux, ils sont les scientifiques, ils ont une idée, mais ils ne savent pas la mettre en musique, puisqu'ils ne sont pas assez chefs d'entreprise. Et vous avez appris la gestion, et vous avez envie d'entreprendre. Et c'est ça qui manque. Et j'étais un peu triste, parce que moi, quand j'étais ministre, j'ai beaucoup essayé, et Jean-Michel s'en souvient, j'ai beaucoup essayé de marier les SEC et Centrale. Il y a un double diplôme aujourd'hui d'ailleurs entre les deux. Mais oui, mais l'idée c'était de dire, il y aura Saclay avec Polytechnique HEC, et il faut qu'on ait Centrale et les SEC de l'autre côté. Bon, malheureusement, le problème c'est que Saclay a un peu aspiré les écoles d'ingénieurs, parce que ceux qui n'y étaient pas avaient peur de ne pas en être, quoi. Et je trouve que c'est dommage. Parce que, vraiment, on a besoin de vous pour créer des entreprises, et on a des chercheurs absolument remarquables en France, qui ne savent pas se transformer en entrepreneurs. Et même quand ils se transforment en entrepreneurs, parce que de plus en plus ils essayent, ils ont des ambitions, si vous voulez, à taille très réduite, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise mondiale. Et donc, voilà, une entreprise, c'est pas 10 salariés et 1 million de chiffre d'affaires. Une entreprise, un Google, un Facebook. Et pour revenir à ma question, est-ce que vous la recommandez alors, cette expérience terrain? Est-ce que vous avez dit à Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, à vos collègues des Républicains, que être sur le terrain, se mettre à la place des salariés et des entrepreneurs, c'était essentiel pour mieux comprendre les enjeux, leurs besoins, leurs attentes? Le centre des jeunes dirigeants m'a dit qu'ils n'avaient jamais eu autant de demandes pour faire des stages. Donc je pense qu'il y a eu effectivement, ça a été un petit peu un électrochoc de se dire qu'effectivement on pouvait y aller. Mais au-delà de ça, moi je pense que je recommanderais ça à mes élus régionaux. C'est-à-dire que si je suis élu président, je demanderais à tous mes vice-présidents qui auront une responsabilité économique d'aller dans une entreprise. Et je veux même avoir un conseil de chefs d'entreprise auprès de moi. C'est ce qu'a le maire de Shanghai, c'est ce qu'a le maire de Londres. Ils ont un conseil de chefs d'entreprise, des PME, des grands groupes et des entreprises étrangères. Et l'idée, c'est de travailler sur comment on fait de l'Île-de-France l'environnement le plus pro-entreprise. Voilà, j'ai dit que je voulais être un président entrepreneur dans une région pro-business, donc j'affiche la couleur, je veux créer de l'emploi et de la richesse ici, en Île-de-France. Je veux que vous reveniez après votre expérience étrangère. Alors on aura compris que vous êtes... J'espère qu'on ne vous aura pas piqué la place d'ici là. On aura compris que vous êtes une femme engagée à travers notamment ces stages terrain. Une dernière question sur votre engagement. C'est bien l'engagement des jeunes. Non mais je le dis parce que voilà, il ne faut pas que vous soyez nihiliste et égoïste. Je veux dire, vous êtes à un âge où on peut facilement se dire que la politique ça sert à rien, que voilà, la droite la gauche c'est pareil, que c'est tous pourris, que on peut facilement faire des généralités, surtout quand on regarde certains programmes télé où on a vraiment l'impression que la politique ça se réduit à des petites phrases ou à des choses qui n'ont pas de sens. C'est pas vrai. La politique c'est pas ça. Alors, regardez ce que font les maires. Les maires sont très populaires parce que justement, ils changent leur vie. Mais moi, je crois à la politique qui change la vie. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques, à droite comme à gauche, qui pensent ça aussi. Et engagez-vous aussi dans les partis politiques. Les jeunes n'aiment pas les partis politiques parce qu'ils pensent que c'est pas bien. Et vous aurez les partis politiques que vous méritez. Si vous ne vous engagez pas, c'est les autres qui seront dedans. Bah oui. C'est ce que je me suis dit quand je suis rentrée en politique. Je me suis dit, il n'y a pas de femmes, qu'est-ce que je vais faire dans ce milieu où il n'y a pas de femmes, ça n'est pas possible de mener une vie de famille et une vie politique, il n'y a pas de modèle, il n'y avait pas de modèle à droite quasiment. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là? J'avais envie de changer le monde, mais qu'est-ce que je vais faire là? Et je pense qu'à un moment donné, il faut créer soi-même le modèle. Et que si on ne s'engage pas soi-même, on ne peut pas reprocher aux autres de ne pas être assez bien. Parce que si on ne s'est pas engagé soi-même, on n'a pas donné son énergie pour que ce soit mieux.
Une dernière question rapide, donc sur votre engagement personnel, sur votre destin politique. Vous avez dit, je vous cite, l'Île-de-France c'est mon engagement à 100%, je quitterai mon mandat de parlementaire si je suis élu, et je ne serai pas ministre en 2017 si la droite gagne la présidentielle. Donc si vous êtes élu... Je ne serai pas candidate à la primaire non plus. Et donc si vous êtes élu à l'issue des élections régionales de décembre, vous aurez donc un mandat de 6 ans en région. Est-ce qu'il est possible qu'un jour vous reveniez sur la scène nationale ? Ah bah quand même, hein, je ne suis pas non plus retraitée. Hein. Non, je sais que je suis vieille, non, mais mon fils me le rappelle suffisamment souvent, mais mon fils aîné, j'entends, hein, celui qui a votre âge. Moi, mon sujet, justement, je pense qu'aujourd'hui, dans la défiance généralisée des politiques, les Français ont besoin d'authenticité, de sincérité et de constance. D'ailleurs, une personne qui a gagné une élection en faisant ce pari-là, c'est Anne Hidalgo. J'ai dit qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien à Paris, mais ce qu'elle a fait en disant « moi, c'est Paris, et c'est Paris à 100%, je trouve que c'était bien. Et moi, je pense pareil. C'est-à-dire, d'abord, j'ai jamais pu faire 36 choses à la fois. On m'avait demandé d'être maire d'une grande ville des Yvelines, j'ai dit non parce que j'avais des enfants, j'avais mon mandat de député, et je voulais être vraiment dans mon mandat de député. Et aujourd'hui, c'est pareil, si je suis présidente de région, ce sera un mandat qui sera beaucoup trop exigeant pour pouvoir être cumulé, soit avec un emploi salarié, comme ça a été le cas par le passé, soit avec un mandat de député. Un mandat de député, c'est prenant, un mandat de député, si on le fait bien. C'est prenant. Donc on ne peut pas être président de région, vouloir tout changer, vouloir redynamiser l'emploi, vouloir emmener les PME à l'export, vouloir aller à Bruxelles chercher des crédits européens que personne n'est allé chercher, et en même temps dire je serai député à mi-temps, c'est pas possible. Donc oui, j'abandonnerai tout pour 6 ans. Et comme j'ai l'âge canonique de 48 ans, dans 6 ans, j'aurai donc l'âge encore plus canonique de 54 ans. J'ai pas du tout l'intention de prendre ma retraite à cet âge-là. Et comme on aura fait des réformes des retraites d'ici là, je pense qu'effectivement, on me demandera de continuer à travailler. Voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être le meilleur argument que je peux vous donner pour voter pour moi. Ben oui, parce qu'à 54 ans, j'aurai encore de l'ambition. Donc, la région, ce que j'en aurais fait, ce sera la vitrine de mon efficacité politique. Donc, pour les Bordelais qui sont dans la salle, ils savent ce que je veux dire. C'est que quand un homme politique s'intéresse vraiment à une ville, a décidé de la transformer et veut en faire un tremplin pour une vie politique nationale, eh ben il se donne du mal. Pécresse 2022, c'est ça? Et il a du résultat. En tout cas, je ne m'engage pas au-delà de 6 ans sur la région. Voilà. Merci Valérie Pécresse. À présent, nous allons passer aux questions du public. Donc, levez la main, prenez le micro, levez-vous et présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour Madame Pécresse, alors je me présente, Oscar Michaud, je suis en master spécialisé en urbanisme et en immobilier à l'ESSEC. Alors justement il y a 2 semaines il y avait Monsieur Barthelone qui était à l'ESSEC et je lui ai posé la même question, donc je ne vais pas me gêner pour vous la poser. C'est sur les contrats d'apprentissage. Avant l'ESSEC j'étais apprenti ingénieur en région Île-de-France. J'étais aussi délégué de promotion, donc j'étais aussi engagé. Et sur 180 apprentis, on se rend compte aujourd'hui que 40% d'entre eux dans l'école où j'étais n'ont pas été pris et pour beaucoup d'entre eux ont été remplacés par 2 apprentis. Ces mêmes entreprises où leur taxe d'apprentissage est plafonnée, ils ont toujours les ressources pour prendre plus d'apprentis et recevoir justement des primes de la région pour avoir formé des ingénieurs. Alors moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous comptez pénaliser les entreprises qui ont ce genre de manœuvres qui ne sont pas très honnêtes vis-à-vis du fait qu'ils aient formé des ingénieurs et qu'ils ne les recrutent pas après pour les remplacer par 2 apprentis. Donc ça, c'est ma première question. Sur votre deuxième question, je fais de l'urbanisme et vous vouliez dire que vous voulez mettre du beau dans les banlieues. Alors, c'est une belle phrase. En plus, vous avez parlé de divorce. C'est vrai que ça décuple les besoins de logement et autres. Aux États-Unis, en 2005, 38 millions de logements ont été créés en supplément grâce au divorce. 2 millions de litres d'eau consommés en plus. 73 kWh dépensés en plus. Alors moi, il y a une phrase de Carmen Santana que j'aimerais bien citer, c'est au fur et à mesure qu'on refroidit les relations personnelles, on prend des décisions qui réchauffent l'ambiance, non celle du foyer, mais celle de la planète. Alors j'aimerais bien avoir votre avis, s'il vous plaît, Mme Pécresse. Je ne peux pas empêcher les gens de divorcer en même temps. Là, je ne suis pas Dieu, le président de région n'a pas tous les pouvoirs. Non, mais là où vous avez un sujet, c'est que je pense que le stress de la vie quotidienne, c'est-à-dire ne pas s'occuper des transports, laisser les gens vivre dans des logements trop petits, trop loin, ne pas leur donner une qualité de service public, d'aide, de service à la personne, etc., ça tend aussi les relations familiales. Et je pense que ce n'est pas un hasard s'il y a beaucoup plus de séparation dans les grandes villes.
C'est parce que la vie est plus stressante qu'ailleurs et plus exigeante qu'ailleurs. Donc le sujet aussi, c'est moi. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote. Quand j'étais jeune députée, j'étais partie tout feu tout flamme sur le sujet des mères seules avec enfants. Parce que je me disais, mais enfin quelle horreur, quelle difficulté, quelle situation dramatique de se retrouver seule à élever ses enfants et qu'il faut les aider. Et donc j'étais partie pile en tête sur il leur faut un droit prioritaire au logement, il faut les faire passer avant tout le monde, etc. Parce qu'elles se retrouvent seules avec leurs enfants, il faut absolument qu'on les loge et qu'on les aide, donc qu'on leur tende la main. Et puis donc j'étais partie tout feu tout flamme, je voulais même faire une proposition de loi pour le rendre obligatoire, etc. Et là je me suis heurtée, j'allais dire, au calme des vieilles troupes parlementaires qui, eux, avaient vu la vie depuis longtemps. Et ils m'ont dit, mais tu ne peux pas faire ça. Parce que tu as des familles aussi, des couples qui sont à 3, 4 dans un studio avec des bébés petits qui attendent un logement plus grand. Donc si tu dis, c'est les femmes séparées qui ont la priorité, ça veut dire que les couples, eux, ils n'auront pas leur logement. On ne peut pas donner de priorité parce qu'il y a des détresses qui sont multiples. Et donc le sujet aussi, en fait le sujet c'est de construire. Donc vous avez choisi le bon métier, il faut qu'on construise davantage. Pour qu'on construise davantage, il faut avoir une politique extrêmement fine. Il faut aller sur le territoire et il faut libérer du foncier. Il y a un établissement public régional qui s'appelle l'établissement public foncier d'Île-de-France. Et aujourd'hui, les propriétaires de plusieurs centaines d'hectares, il faut que ces hectares, on les revende aux maires rapidement et qu'on puisse construire dessus. Il faut qu'on aille encore plus vite dans la cession du foncier. Mais ça nécessite un président de région qui soit à plein temps là-dessus. Moi, j'ai dit que je présiderais l'établissement public foncier régional, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, que le président de région présiderait l'établissement public et qu'on irait chercher le foncier là où il existe. Tous les maires savent où il y a des réserves foncières. Le problème, après, c'est d'entamer les négociations avec la SNCF, avec l'État, avec les entreprises pour le faire libérer, et ensuite d'organiser autour les transports, les services, etc. Mais vous avez bien choisi votre métier parce que si je suis présidente de région, je peux vous dire que ça va construire en Île-de-France. Et pour revenir à votre première question, pour le coup, je vais peut-être vous décevoir, je ne pense pas qu'il faut sanctionner ces entreprises. Je ne pense pas du tout. Parce que l'apprentissage, ça n'est pas une garantie d'embauche. L'apprentissage, c'est une garantie de formation. Et les entreprises qui vous prennent en apprentissage, ça leur coûte aussi de vous former. Alors, on peut dire, si on dit aux entreprises, vous prenez un apprenti, vous êtes obligé de le recruter à la fin, elles ne le prendront pas, c'est tout. Oui, je sais ce que vous allez me dire, on leur donne des aides. Oui, on leur donne des aides, mais on leur donne des aides quand même pour vous former. Alors, évidemment, vous êtes ingénieur, c'est pas pareil. Mais il y a des jeunes en apprentissage, dans des niveaux de qualification qui sont beaucoup plus bas, qui sont des jeunes à qui il faut réapprendre tout, y compris le savoir-être. Donc le sujet pour les entreprises, c'est que c'est très exigeant l'apprentissage, souvent. Et le vrai problème en Île-de-France, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas assez de maîtres d'apprentissage. On n'a pas assez de maîtres d'apprentissage. Et d'ailleurs, si François Hollande s'est rendu compte qu'il avait fait une énorme bêtise en coupant les crédits de l'apprentissage, c'est parce que sans ces crédits, sans ces aides, les entreprises ne prennent pas. La formation, ça a un coût. Et si on dit la formation n'a pas de coût, et l'apprentissage c'est juste des salariés au rabais, et l'entreprise doit être très contente, et elle doit dire merci, et elle doit les recruter, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas un apprenti, ça s'appelle un emploi jeune. Voyez. Donc le sujet de l'apprentissage, c'est un sujet à part entière. Pour moi, c'est une logique de formation, de qualification et de diplôme. Trouver des entreprises pour vous permettre de faire des formations d'apprentissage, c'est vous permettre de gagner votre vie en faisant vos études. C'est permettre à beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de poursuivre des études longues, d'avoir un diplôme en gagnant leur vie. Et c'est très important pour moi d'avoir des maîtres d'apprentissage, d'en avoir beaucoup plus qu'il y en a aujourd'hui. Et je n'arriverai pas à développer ces lieux d'accueil des apprentis si je leur dis, vous êtes obligés de les recruter à la fin. Je n'y arriverai pas. Et je vais même vous dire, mieux, il y a des entreprises qui ne jouent pas du tout le jeu. Celles qui ne jouent pas du tout le jeu, ce n'est pas celles qui prennent les jeunes en apprentissage, c'est celles qui prennent des stagiaires longs, non rémunérés, et qui les remplacent par des stagiaires longs, non rémunérés, et qui comme ça, de 2 mois en 2 mois, en 2 mois, en 2 mois, occupent des postes permanents, avec des jeunes qui sont juste pas payés. Et moi, quand j'étais ministre de l'Enseignement supérieur, c'est moi qui ai fait la première loi sur la moralisation des stages, et qui crée un cercle de réflexion avec le MEDEF à l'époque, et avec les syndicats, pour justement essayer de faire en sorte que ça ne se produise plus et qu'on n'utilise pas le stage comme une variable d'ajustement de l'emploi. Merci Valérie Pécresse. Une dernière question. Non. Ah, si.
Jean-Baptiste Cordon, je suis ingénieur manager, jeune diplômé en énergie. Et donc j'aimerais revenir sur le point que vous avez parlé tout à l'heure, sur les infrastructures routières. Vous avez commencé à évoquer les nouveaux véhicules, nouveaux moyens de se déplacer qui peuvent accompagner l'évolution routière. Donc j'aimerais savoir quelle place vous voulez donner à la région Île-de-France dans cette transition énergétique ou cette évolution vers du développement durable qui aujourd'hui est au cœur de notre société et des changements dans l'économie. Alors sur l'Île-de-France, je pense qu'il y a toute une série de choses qu'on peut faire. Nous, bon, on n'a pas beaucoup de terrain pour mettre des éoliennes, on n'a pas beaucoup de vent. On ne peut pas mettre des barrages hydrauliques, on n'a pas de dénivelé de rivière. En revanche, on a deux sources d'énergie renouvelable qui sont très intéressantes et encore aujourd'hui sous-exploitées, me semble-t-il. C'est tout ce qui est méthanisation des déchets, les déchets verts, mais aussi les déchets industriels, et puis tout ce qui est géothermie. Parce que vous savez que l'Île-de-France est sur une plaque d'eau chaude et il y a énormément de potentiel de chauffage par géothermie. On a aussi évidemment le solaire qu'on peut développer. Mais donc on a un sujet énergie. Aujourd'hui, l'Île-de-France importe quasiment l'essentiel de sa consommation énergétique. Donc il faut qu'on se mette dans une logique de produire notre propre énergie et de produire évidemment de l'énergie propre. Donc là-dessus, il faut qu'on soit vraiment en avance. Sur le véhicule, il y a deux sujets. Vous savez que l'Île-de-France se désindustrialise. Et moi, ça me fait de la peine. Parce que je pense que si l'idée c'est de redonner de l'emploi, on ne pourra pas redonner de l'emploi à tout le monde dans les services. Bien sûr, il y a le tourisme qu'il faut développer, il y a toute une série de gammes de services liés au high-tech qu'on pourra développer, il y a les services publics, il y a les services à la personne, les services sociaux, les services sanitaires, il y a des services. Mais il faut quand même qu'on retrouve cette vocation industrielle. Et on a au moins deux secteurs, au moins, il y en a sûrement plein d'autres, il y a au moins deux secteurs dans lesquels on a vraiment un savoir-faire exceptionnel. C'est effectivement l'automobile, mais c'est aussi l'aéronautique. Et dans les deux sujets, en plus on est dans le Val d'Oise, donc on n'est pas loin de Roissy, dans les deux sujets, je pense qu'on peut travailler sur des avions non polluants et des véhicules non polluants. Moi j'ai lancé, parce que j'ai le centre de recherche de Safran chez moi, et j'ai le grand centre mondial de recherche de l'air liquide. Les deux sont dans ma circonscription. On a lancé avec Airbus une recherche sur le nouvel avion électrique. Un jour, peut-être, on aura des avions électriques qui ne feront pas de bruit et qui survoleront le Val d'Oise sans faire de bruit. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous habitent le Val d'Oise, c'est un vrai sujet. Et de la même façon, pour les véhicules, les bus, je pense qu'on arrivera à peu près en 2017 avec des vraies solutions, y compris sur des longues distances, de bus entièrement électriques. Et puis on a le gaz de ville. Là aussi, il y a des choses qui marchent pas mal. Donc évidemment, transition énergétique. Et puis on a tout ce qui est bâtiments et maisons propres. Et dans ce domaine-là, il y a aussi une question pour la région, c'est la question de la formation. Il faut qu'on rende notre système de formation régionale, enfin les subventions régionales à la formation, beaucoup plus souple et beaucoup plus réactive. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'étais à Montereau, j'ai visité un centre de formation qui s'appelait le Campus numérique de Montereau, qui est une initiative de la Chambre de commerce de Seine-et-Marne. Donc c'est des professionnels qui ont créé ce campus. Et l'idée c'est quoi? C'est de former des chômeurs, des salariés en reconversion et des jeunes au métier de la pose et de l'entretien de la fibre optique. Alors évidemment la fibre optique, vous comprenez bien que c'est des métiers des 10 ou 20 prochaines années, parce qu'une fois qu'on l'aura posé, il faudra l'entretenir. Donc il y a un vrai sujet. Et aujourd'hui, tout le monde veut du très haut débit, tout le monde veut de la fibre, il manque 5000 emplois qualifiés dans ce domaine. Et le campus, 0 € de subvention régionale, 0 € de subvention européenne, alors que Bruxelles a annulé en juin dernier 50 millions de crédits européens qui étaient destinés à l'Île-de-France, qu'on n'a pas eu parce qu'on n'a pas été les chercher et qu'on n'a pas déposé de dossier. Donc vous voyez qu'il y a vraiment à redynamiser toute cette région, à la remettre en mouvement et à vraiment que chaque euro dépensé le soit bien, et puis il faut aller chercher les euros qu'on n'a pas été chercher. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve tous en cafétéria pour le cocktail. Merci à tous.